Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul ce matin. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Oui, tranquille. Et à la forme? Oui, ça va. Tu Un peu grippé, mais ça va. Tu as fini de gérer les épidémies? C'est ça qui décide qu'il y a les épidémies ou pas vraiment, Jean-Paul? Non, il y a des... Il y a par exemple la grippe. Personne avec une maladie, c'est que non, il y a des signes. Une épidémie, c'est une décision de l'État. Non, c'est pas une décision de l'État. Non. Il y a des épidémiologistes. C'est l'épidémiologisme. On a des épidémiologues qui sont des spécialistes de ces questions-là en médecine. C'est une branche de la médecine. Hein. Oui, je sais. Voilà. Donc, on n'a pas besoin que ce soit... Il y a les grandes endémies, c'est la mange des épidémies. Voilà. Maintenant, l'État, évidemment, qui est garant de la santé publique, suit les recommandations de ces spécialistes-là. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est après recommandation des spécialistes que l'État décide qu'il y a épidémie ou voilà. pas. Maintenant, ça dépend maintenant du type d'épidémie. La grippe, les grippes saisonnières là ne constituent pas une menace pour la santé publique. Voilà peut-être pourquoi on ne communique pas beaucoup dessus. C'était pas comme la Covid, tu vois. Mais néanmoins, la Covid, c'était une épidémie. Oui, c'était une épidémie, exactement. D'accord. Jean-Paul, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va en Côte d'Ivoire, on va revenir sur la libération des 46 derniers soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali depuis le mois de juillet dernier. Il faut se rappeler que ces derniers avaient été arrêtés par les autorités maliennes qui les accusaient d'atteinte à la sûreté de l'État, de complot extérieur contre le pouvoir malien. Et donc, c'est cette incarcération de ces soldats ivoiriens qui envenimait un peu les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quasiment 6 mois. Alors, il ne faut pas oublier que déjà, au mois de décembre dernier, le 22 décembre plus exactement, une délégation ivoirienne conduite par Tiéné Brahima Ouattara, le ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense ivoirien, s'était rendu à Bamako, où ils avaient rencontré les autorités maliennes pour discuter des sorts de ces 46 soldats. Au départ, ils étaient 49. Il y avait 3 femmes. 3 femmes ont été libérées quelques semaines après leur arrestation pour des raisons humanitaires. Et donc, il est resté 46 soldats, hommes, sur le territoire malien. Alors, les deux parties se sont entendues, ont discuté sur la recherche d'une issue à cette crise sous la houlette du Togo, le Togo qui avait été sollicité par les autorités maliennes pour assurer la médiation dans cette affaire. Et donc, c'est sous la médiation du Togo que le 22 décembre dernier, il y avait eu des tractations directes entre les Ivoiriens et les Maliens. Alors, déjà, même si le contenu des tractations n'avait pas été rendu public, mais au regard des différentes interviews données par les partis, par les personnalités qui avaient assisté à ces discussions-là, évidemment, on était plus ou moins optimiste. Alors, il ne faut pas aussi oublier que dans la foulée, il y avait une conférence à la CEDEAO qui intimait aux autorités maliennes de libérer ces 46 soldats-là avant le 1er janvier 2023. Et donc, on pensait qu'au sortir de cette rencontre du 22 décembre, aussitôt, les Ivoiriens, ces soldats devaient être libérés. Sauf qu'entre-temps, l'affaire avait été judiciarisée. Et c'était là aussi où étaient un peu les dissensions entre Maliens et Ivoiriens. Les Ivoiriens considéraient que cette arrestation était une arrestation politique, puisque les soldats ivoiriens venaient dans le cadre du soutien au contingent allemand qui fait partie de la MINUSMA. Et donc les Maliens, eux, avaient un tout autre discours. Ils estimaient que c'était des personnes qui avaient essayé de s'introduire avec des armes sous de fausses identités sur le sol malien. Et donc, ils considéraient qu'une telle intrusion sur le territoire malien n'avait d'autre objectif en fait que de déstabiliser le pouvoir malien, quand on sait que la Côte d'Ivoire était parmi les pays les plus durs en termes de sanctions contre le Mali, en raison du fait que, évidemment, la junte avait renversé la première transition qui, elle, avait renversé le président Ibrahima Ibeka. Et donc, à l'issue de cela, donc, la Côte d'Ivoire et le Mali ont déjà des relations extrêmement tendues.
cette arrestation de ces 46 soldats était venue encore ajouter de l'huile sur le feu. Et donc, entre-temps, l'affaire pour les autorités maliennes était une affaire judiciaire. Et donc, ces derniers avaient été traduits devant le parquet. Une enquête avait été ouverte. Et c'est à l'issue de cette enquête-là que l'affaire avait été transmise devant les tribunaux pour être jugée. Et donc, dans la foulée, alors, en début de cette année, ces 46 soldats avaient été condamnés par la justice malienne à 20 ans de réclusion criminelle. Les 3 femmes qui, elles, n'étaient pas là, puisqu'elles avaient été libérées quelques semaines après leur arrestation, elles avaient été condamnées à mort par contumace. Et donc, tout ça, on pensait qu'en réalité, ça devait encore alourdir la tension. En fait, il faut bien comprendre la stratégie des autorités maliennes. Elles sont restées en réalité droites dans leur positionnement, c'est-à-dire que c'est une affaire judiciaire et donc avant éventuellement de les libérer, il fallait que l'affaire, le volet judiciaire aille jusqu'à son terme. Et en l'occurrence, il fallait que à l'issue de l'enquête, que ces 46 soldats ou 49 inculpés soient traduits devant les tribunaux, qu'un verdict soit rendu. Et maintenant, à l'issue de ce verdict-là, conformément à la constitution malienne, Assimi Goïta mettait un terme, si tu veux, à cette affaire-là en leur permettant d'obtenir la grâce présidentielle. Donc, d'un côté, on a une affaire dans laquelle les deux parties sont satisfaites. Les Ivoiriens, eux, ont obtenu la libération de leurs 49 soldats. D'un autre côté, on a les autorités maliennes qui ont obtenu une décision de justice face à une situation qu'elles jugeaient totalement illégale et donc pénalement poursuivable. Et donc, dans les deux côtés, pour les Ivoiriens qui considèrent que ce sont en fait des prisonniers politiques et donc il fallait obtenir la libération, ils ont cette libération-là. Pour les autorités maliennes, il s'agissait plutôt de personnalités qui avaient violé les lois maliennes et donc, conformément aux lois et règlements maliens, ils avaient été traduits devant une justice malienne et condamnés devant la justice malienne. Il faut savoir que le fait que vous obtenez une grâce n'efface pas la condamnation que vous avez obtenue. Donc, c'est ça le principe et je pense que Assimi Goïta, lui, il a été fidèle, en fait, les autorités maliennes globalement ont été fidèles sur leur ligne directrice. Et donc, même si, on le sait, les 46 soldats ne vont absolument pas purger leur peine en Côte d'Ivoire. Au contraire, ils vont être réintégrés dans l'armée régulière et ils vont continuer leur carrière respective. Mais ils ne pourront plus mettre les pieds au Mali. Voilà, ils seront toujours sous le coup de poursuite par la justice malienne. Non, ici, ils pourront revenir au Mali parce qu'ils ont été graciés. Ils ont été graciés, la condamnation a été levée. Mais disons que du point de vue des Maliens, leur casier judiciaire n'est plus vierge. Il y a cet élément-là qui figure toujours. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait, dans cette stratégie-là. Et donc, Alassane Ouattara l'a dit après avoir reçu ces 46 soldats, qu'il espérait un retour à des relations normales avec le Mali. Il le faut absolument, parce qu'il faut savoir que la sous-région est encore entrée sous tension avec la tentative de coup d'État qui s'est produite en Gambie. 8 soldats auraient été inculpés. Pour le moment, les enquêtes sont en cours, ce qui emporte à 6 le nombre de tentatives de coup d'État, enfin de coup d'État ou tentatives de coup d'État en Afrique de l'Ouest, de rien que depuis 2020. C'est quand même énorme. On a 3 coups d'État, Mali, Burkina Faso et Guinée, et on a 3 tentatives maintenant avec celle qui avait échoué en Guinée-Bissau, en Gambie, Guinée-Bissau et Gambie. Donc il y en a 2. Donc ça en fait 5, c'est quand même énorme. Et donc il faut que les autorités, il faut que la CEDEAO, donc les chefs d'État et de gouvernement, essayent absolument de désamorcer ces espèces de velléités de renversement antidémocratique de régimes politiques, avec, bien entendu, cette menace constante aussi et omniprésence de la menace djihadiste qui frappe notamment aux portes du Mali et principalement du Niger et du Burkina Faso. Donc il faut à la fois éviter d'envenimer les relations entre les États pour plutôt il faut absolument arriver à un apaisement pour leur permettre de mutualiser leurs efforts afin de les retourner contre un même ennemi qui est celui de l'ennemi djihadiste qui menace les institutions, qui menace même les États. Et donc pour cela, il faut absolument que aussi bien les Maliens que les Ivoiriens, que les Burkinabés ou encore les Guinéens
essayent de maintenir autant que possible de bonnes relations avec leurs voisins et de bonnes relations avec la CEDEAO. Je pense que c'est un peu dans cette position-là que se trouvent, que se trouvent les autorités ivoiriennes. Et même ça explique le fait que, en dépit du fait que le 1er janvier passé, les Maliens n'avaient pas libéré les 46 soldats conformément à l'ultimatum qui avait été déposé par la CEDEAO, et bien ces derniers avaient décidé de ne pas prendre de sanctions supplémentaires contre les autorités maliennes. Parce que si on avait pris des sanctions supplémentaires, ça aurait peut-être donné encore une autre tournure à cette affaire. Et donc, cela devrait encore un peu plus compliquer les choses, étant donné les tensions qui sont encore extrêmement vives dans les États, au regard notamment de la dernière tentative de coup d'État qu'on a déjouée dernièrement en Gambie. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, en fait, de cette libération des 46 soldats ivoiriens. Il s'agissait d'abord d'essayer d'apaiser les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et comment le faire? En tenant compte des intérêts des deux parties. D'un côté, on a les Ivoiriens qui ont obtenu la libération de leurs compatriotes, et de l'autre côté, on a les autorités maliennes qui ont obtenu une condamnation conformément à leurs lois face à une situation, face à des actes qu'ils ont jugés totalement anticonstitutionnel ou en porte-à-faux avec le code pénal malien. Voilà ce qu'on peut retenir de manière globale. Jean-Paul Vendredi, on n'était pas là, mais les républicains et les démocrates n'ont pas trouvé un accord. Non, il y a plutôt un désaccord dans le camp républicain. Oui, bon, ils sont parvenus à un speaker. Ils ont obtenu un speaker, c'est l'équivalent. Finalement. Oui, ils ont obtenu un speaker. C'est Kevin McCarthy, le président, le candidat qui était désigné. C'est quoi un speaker? C'est le président. Le speaker, c'est celui qui parle au nom du groupe. Donc, c'est le président de la Chambre des représentants. Donc, c'est la troisième personnalité du gouvernement américain. Après le président, le vice-président qui est président du Sénat. Et donc, on a le troisième, le président de la Chambre des représentants. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Alors, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que ça faisait au moins près de 150 ans qu'il avait fallu autant de tours pour obtenir un speaker. Il a fallu 15 tours de vote, 15 tours pour parvenir pour que Kevin McCarthy parvienne finalement à décrocher le job. La raison est simple, c'est qu'on a à l'intérieur du parti républicain, on a des députés proches, des députés trumpistes en réalité, ils sont à peu près une vingtaine, ils constituent en réalité une minorité de blocage, et ils se sont donc servis de cette minorité de blocage-là pour imposer un certain nombre, pour obtenir un certain nombre de concessions vis-à-vis de Kevin McCarthy. Alors certes, il a été élu, mais il est extrêmement fragilisé. C'est-à-dire que dans son fauteuil, il n'aura pas les coudées franches. Parce qu'à chaque fois, il devra composer avec cette minorité trumpiste-là. C'est elle qui a fait traîner les choses parce qu'elle voulait obtenir un certain nombre de gages. Et Kevin McCarthy a dû consentir à travailler avec eux. Pourquoi? Parce que l'avance que les républicains ont sur les démocrates à la Chambre des représentants aussi n'est pas aussi forte que ça. Ils ont la majorité absolue, certes, mais ils n'ont pas une majorité qui pouvait permettre à Kevin McCarthy d'être élu sans l'aide des députés trumpistes. Et donc, il était obligé de pactiser avec ces députés trumpistes-là. Et donc, bien entendu, ça a énormément exacerbé encore, si tu veux, les relations à l'intérieur du Parti républicain entre, d'un côté, les trumpistes et de l'autre côté, si tu veux, les anti-trumpistes. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur, vous avez Chelsea Cheney, qui est la fille de Dick Cheney, qui est vraiment vent debout contre Donald Trump et qui essaie de tout mettre en œuvre pour que celui-ci ne puisse pas être candidat en 2024. Donc, il y a aussi un certain nombre d'autres leaders du Parti des Républicains qui reprochent même à Donald Trump d'être un peu la cause du résultat mitigé des dernières élections de mi-mandat. Parce qu'ils n'ont pas pu obtenir la majorité absolue au Sénat. Ils ont obtenu certes la majorité à la Chambre des représentants, mais c'est une majorité pas aussi absolue que ça. Elle est presque relative parce que, évidemment, ils devront, dans certains dossiers, être parfois obligés même de discuter avec les démocrates. Et donc, c'est ce qui fait que cette partie des républicains-là reproche justement ces mauvais résultats-là au camp de Donald Trump parce qu'il estimait que Donald Trump avait amené des députés de très mauvaise facture, de très mauvaise qualité lors de ces élections-là, et cela avait porté préjudice
au Parti républicain qui n'avait pas pu obtenir, si tu veux, le contrôle du Sénat et avoir un contrôle absolu de la Chambre des représentants. Néanmoins, donc, le speaker, il est là, il est républicain, Kevin McCarthy. Néanmoins, évidemment, il reste quand même assez affaibli au regard de la tournure qu'ont pris ces élections-là. D'accord, Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe au Brésil? Alors au Brésil, évidemment, on a les anti-Bolsonaro qui ont décidé eux aussi d'assiéger le siège du Congrès, un peu à l'image des événements qu'on avait vécus le 6 janvier dernier aux États-Unis. Donc, en fait, c'est un baroud d'honneur, mais ça ne sert à rien puisque le président Lula a déjà été investi. Il a nommé son gouvernement. Maintenant, il s'agissait en fait que l'Assemblée nationale, en réalité, vote, si tu veux, la motion de soutien au gouvernement, ce qui constitutionnellement devait permettre à ce gouvernement-là maintenant d'entrer en fonction. Et c'est là où justement un peu à l'image de, comme je l'ai dit, des événements du 6 janvier dernier à Washington, les partisans de Jair Bolsonaro, dont ce dernier n'avait pas participé à la cérémonie d'investiture de Lula et donc il ne lui a pas transmis le pouvoir en personne, à l'image de ce que Donald Trump avait fait aussi en janvier dernier. Ces derniers ont décidé d'assiéger le siège de l'Assemblée nationale à Brasilia pour empêcher ce vote de confiance qui allait permettre au gouvernement de Lula d'entrer en fonction. Mal leur en a pris puisqu'ils ont pu être arrêtés par les forces de l'ordre, et les choses ont pu aller à leur terme. Et donc, le gouvernement de Lula a pu obtenir le vote de confiance dont il avait besoin pour entrer en fonction. Merci, c'était l'actualité internationale avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.